Comme vous dites, ces années ont été un enfer pour moi. J'étais seul, complètement affaibli, vivant reclus dans une pièce de 6 mètres carrés, nuit et jour, sans jamais en sortir. Je n'avais pas le droit à la promenade, comme on peut le voir ailleurs. Je n'ai pas le droit à des visites familiales. La première fois que j'ai vu mon avocat, c'était au bout de 2 ans. Je faisais, pour vous dire très simplement, mes besoins à l'endroit même où je dormais. Je n'avais pas droit à des soins. J'étais d'ailleurs très malade lors de mon incarcération. Alors, je ne suis pas le seul. J'étais détenu dans une annexe de la prison centrale de Libreville, qui est un endroit assez connu, puisque pendant ma cellule était enfermé, il y a une trentaine aujourd'hui d'années, un ancien prisonnier politique gabonais très connu, M. Redjembe, qui a été assassiné sous le régime Bongo dans les années 90. Et donc c'était difficile pour moi, parce qu'en plus de cela, dans ce même quartier, était incarcéré mon propre petit frère, dans les mêmes conditions, qui a quasiment perdu la vue. Ma compagne a été embastillée, mes parents, des personnes âgées de plus de 75 ans, mises en garde à vue, et puis surtout l'ensemble de mes proches, de ceux qui étaient considérés soi-disant comme proches, environ 300 personnes ont été également embastillées. Mais j'en suis sorti. J'en suis sorti le 20 octobre 2023, grâce à Dieu. Et j'en suis sorti vivant, certes, mais j'avais gagné un cancer. J'avais perdu 40 kilos. Mais j'avais gagné la foi en Dieu. Et c'est ce qui m'a fait tenir. Écoutez, aujourd'hui, la prison centrale de Libreville, il faut se dire la vérité, on parle d'environ 5000 détenus. Bon, à l'époque où je suis libéré, depuis lors j'ai un peu suivi, pour une prison qui a été construite à l'époque coloniale pour 300 détenus. Donc il y a une surpopulation carcérale énorme, comme dans beaucoup de nos pays africains. Et dans ces conditions-là, la promiscuité, vous savez, je me rappelais, alors j'avais des échos, vous savez, parce que moi j'étais à l'isolement total. La pièce où j'étais, c'était des murs bétonnés de 4 mètres. Vous n'entendez même pas les voix humaines. Votre porte s'ouvre le matin à 6 heures pour qu'on vous remette une boîte de sardines et un bout de pain. C'est tout. Après ça se referme, c'est-à-dire que vous faites des AVC, vous vous évanouissez, ça ne concerne personne. Et donc c'est des conditions inhumaines. Alors j'ai vu récemment, il faut quand même reconnaître qu'il y a des améliorations depuis un moment. J'ai vu que le procureur général de la République était à la prison centrale de Libreville. Et on a d'abord le principal problème, je vais en parler de la surpopulation, on a pu assister à ce qu'on appelle les audiences foraines. C'est qu'en prison là-bas, les délais légaux de détention ne sont régulièrement pas respectés. Donc moi je me rappelle avoir côtoyé à l'infirmerie parce que les derniers mois, étant très malade, les dernières semaines, on m'a transféré à l'infirmerie de la prison centrale. Une infirmerie d'ailleurs où il y a deux médecins pour 5000 personnes. Et quand on me transfère à l'infirmerie, bon, c'est là où j'apprends effectivement qu'il y a quand même des améliorations dans les conditions et qu'on a fait sortir des jeunes gens qui ont passé plus de 17 à 18 ans en détention préventive sans jamais avoir été jugés. Donc je pense que c'est un vaste chantier. Si je suis aussi ici, c'est parce que, étant un des personnages, je dirais, les plus médiatisés de ces prisonniers politiques historiques, si ma petite voix peut faire en sorte que ce genre de situation, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire ce qui m'est arrivé, c'est simple, on a mis au secret un homme, on l'a kidnappé. Vous savez, j'ai par exemple l'exemple de mon petit frère. Mon petit frère, on l'a soulevé, ici à ce domicile où vous me recevez. Il n'a jamais vu un juge du jour où on l'a soulevé jusqu'au jour où on l'a libéré. Jamais, pas une audition, rien. Il ne sait même pas pourquoi il est là-bas. Donc nous, on a déjà kidnappé. Et il faudrait vraiment, et c'est mon vœu, si ma voix peut faire en sorte que ça ne se reproduise plus, vraiment, j'aurais déjà fait ma part à moi-même. Il y a le REDAC, il y a l'Union africaine, il y a un certain nombre d'organisations internationales. Le groupe de travail sur la détention arbitraire et l'ONU que j'avais saisi en son temps avait d'ailleurs enquêté sur la base d'une discussion contradictoire avec les autorités bongo de l'époque
et avait conclu que ma détention était arbitraire, illégale. Elle ne reposait sur aucun fondement et que les actes graves commis à mon endroit pendant les procédures empêchaient la tenue de tout procès équitable et commandaient ma libération immédiate. Bon, les autorités Bongo de l'époque ont mis ça sous le tapis, on va dire ça comme ça. Et effectivement, SOS prisonniers, tout comme le REDAC, ont été des porte-voix pour nous, ayant le courage de dénoncer à chaque fois ce qui se passait. Parce que vous voyez, dans ces conditions-là, quand on vous jette dans ces trous-là, et encore une fois, je dirais, à mon petit niveau, malgré ce que j'ai vécu, ma visibilité m'a un peu aidé aussi. Si vous n'avez pas d'avocats qui sont comme des haut-parleurs, qui ont le courage d'assumer ce genre de situation, ce genre de prise de position, vous n'avez très peu de gens qui osent parler. Parce que malheureusement, dans notre pays, les gens préfèrent regarder et tourner la tête. Et SOS Prisonniers fait ce travail-là.